Certaines erreurs ont le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Saviez-vous qu'une simple clé aurait pu sauver le Titanic de son triste destin? Cette clé était celle du casier situé dans le nid de Pi, et où se trouvaient les jumelles qui auraient dû permettre aux vigies à repérer l'iceberg à temps. Et ce n'est pas tout. Cette clé n'était même pas à bord du navire lorsqu'il a pris la mer. Le second officier l'avait emporté en quittant le bateau à la dernière minute. On raconte que l'officier en question aurait oublié de remettre la clé à son remplaçant dans sa hâte de débarquer. Ainsi, lorsque les vigies eurent désespérément besoin de jumelles, elles restèrent hors de portée. Fred Fleet, présent cette nuit-là, a même déclaré que s'ils avaient eu des jumelles, ils auraient pu repérer l'iceberg. Et lorsqu'on lui a demandé si cela aurait été suffisant pour sauver le navire et ses passagers, il a répondu sans hésiter par l'affirmative. En 2015, des commissaires-priseurs ont mis la main sur cette clé et l'ont présentée comme l'un des artefacts les plus importants du Titanic. Ils étaient convaincus qu'elle aurait pu sauver le navire. Le second officier, David Blair, l'avait gardée en souvenir et transmise à sa fille, Nancy. Lorsqu'elle fut mise aux enchères, son prix dépassa les 80 000 $. Blair était lui-même un héros, semble-t-il. 1 an après la catastrophe du Titanic, il a reçu une médaille de bravoure pour avoir sauvé un membre d'équipage tombé à la mer, alors qu'il se trouvait à bord du paquebot Majestic. Il a peut-être oublié une clé, mais il n'a pas oublié d'être courageux quand il a fallu sauver une vie. L'histoire suivante est à la fois drôle et tragique. Il s'agit de la perte de la sonde Mars Climate Orbiter de la NASA, d'une valeur de 125 millions de $. Les ingénieurs de cet engin spatial ont omis de convertir les mesures anglaises en mesures métriques avant son lancement, et ils l'ont perdu. L'équipe de navigation du Jet Propulsion Laboratory utilisait le système métrique, tandis que Lockheed Martin Astronautics, à Denver, utilisait le système anglais avec pouces, pieds et livres. Les ingénieurs du JPL ont confondu les accélérations mesurées en unités anglaises avec une mesure métrique de la force appelée Newton seconde. Le pire, c'est qu'aucune des procédures de contrôle qualité du JPL n'a détecté l'erreur au cours des 9 mois qu'il a fallu à la sonde pour parcourir les 742 millions de kilomètres qui la séparèrent de Mars. Comment ont-ils pu ignorer cette erreur pendant si longtemps? Ces mauvais calculs ont suffi à faire dévier la sonde de sa trajectoire, au point qu'elle est entrée trop profondément dans l'atmosphère martienne et a été détruite dès son entrée dans l'orbite de la planète rouge. Il y avait vraiment de quoi être embarrassé. Dans toute l'histoire de l'exploration spatiale, on ne trouve pas d'autre exemple de perte aussi importante due à une confusion entre les différents systèmes de mesure. Avez-vous déjà entendu parler de l'erreur mathématique qui a conduit à la découverte du Nouveau Monde? Attention, cela concerne un certain Christophe Colomb et un très gros globe. En 1492, Christophe Colomb quitta l'Espagne avec pour mission de trouver une nouvelle route commerciale vers l'Asie. Il était convaincu qu'il se trouvait à moins de 4100 km du Japon et qu'en naviguant un peu plus, il pourrait atteindre les Indes et toutes leurs savoureuses épices. Le seul problème, c'est que Colomb s'est un peu trompé dans ses calculs. En fait, il s'est complètement trompé. Il a fait une erreur dans son estimation de la taille du globe. Il pensait que la Terre était bien plus petite qu'elle ne l'est en réalité. Je sais ce que vous vous dites. Colomb devait avoir peu de tombées une fois arrivé au bout du monde. Contrairement aux idées reçues, Christophe Colomb et son équipage savaient que la Terre était ronde, tout comme les Grecs de l'Antiquité 2 millénaires plus tôt. Ce qui les inquiétait, ce n'était pas de tomber, mais d'avoir à traverser un océan d'une taille incommensurable. Et Christophe Colomb ne savait pas qu'il existait une masse continentale inconnue entre l'Espagne et l'Asie. Après des semaines en mer, Colomb atteignit enfin les Caraïbes. Croyant avoir débarqué aux abords de l'Asie, il baptisa ces îles les Indes occidentales. Il poursuivit ensuite son exploration des Caraïbes et de la côte nord de l'Amérique du Sud. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Bien que Christophe Colomb ait affirmé jusqu'à son dernier jour qu'il avait bien atteint l'Asie, un autre explorateur italien, Amerigo Vespucci,
cartographia la côte orientale de l'Amérique du Sud jusqu'au Brésil et prouva de manière irréfutable que Christophe Colomb avait en fait découvert un tout nouveau monde. Un cartographe allemand, en examinant les cartes d'Amérigo, donna à cette nouvelle masse continentale le nom d'Amérique. Et comme ces cartes étaient très populaires à l'époque, le nom est resté. Un homme nommé Alexander Fleming est tombé par hasard sur l'une des découvertes médicales les plus importantes de tous les temps. À un moment de sa carrière, Fleming constata que de nombreuses personnes mourraient d'infections incontrôlables. On utilisait des antiseptiques contre ces infections, mais ils faisaient le plus souvent plus de mal que de bien. En 1922, alors qu'il était enrhumé, Fleming transféra un peu de son écoulement nasal dans une boîte de pétri qu'il laissa sur son bureau en désordre. Lorsqu'il le réexamina quelques semaines plus tard, il découvrit une enzyme avec des propriétés antimicrobiennes. En 1928, Fleming laissa une boîte de pétri ouverte près d'une fenêtre et il fit une découverte qui allait changer le monde. La boîte était contaminée par des spores de champignons. En les examinant au microscope, il découvrit que les bactéries situées à proximité du champignon étaient en train de mourir. Il réussit à isoler le champignon et découvrit qu'il était efficace contre de nombreux agents pathogènes. C'est ainsi que la pénicilline naquit. Comme le dit Fleming lui-même, « Je n'ai pas découvert la pénicilline, c'est la nature qui l'a fait. Je me suis trouvé au bon endroit, au bon moment. Quel coup de chance !» Au début des années 1520, la côte est des États-Unis d'Amérique était un grand mystère qui attendait d'être résolu. Les Espagnols avaient trouvé la Floride, les Anglais et les Portugais avaient trouvé Terre-Neuve, mais la région intermédiaire était encore absolument inconnue. La France décida d'agir et envoya une expédition pour explorer la région. Elle choisit un certain Giovanni da Verrazzano pour diriger la mission. Pour cette expédition, il disposait de 4 navires. Malheureusement, 2 d'entre eux firent naufrage et le 3e rentra après avoir conclu des affaires sur la côte espagnole. Seul le navire amiral, la Dauphine, traversa l'Atlantique avec Verrazzano et ses 50 hommes d'équipage. Verrazzano partit de Madère et débarqua au Cap Fear. De là, il navigua vers le sud mais, un peu effrayé à l'idée de rencontrer les Espagnols, il refit route vers le nord de Charleston. Il jeta l'ancre non loin de son lieu de débarquement initial, mais contrairement à d'autres explorateurs, il préféra demeurer loin de la côte. Il envoya un bateau sur le rivage et rencontra les indigènes. Il décrivit ceux-ci comme ne portant que quelques peaux d'animaux sur le corps et des guirlandes de plumes d'oiseaux. En naviguant le long de la côte, Verrazzano atteignit les Outer Banks de Caroline du Nord. Il pensait être en train de découvrir les eaux du Pacifique. En réalité, il était tombé sur la baie de Pamlico. Il pensait que l'Amérique du Nord n'était qu'une longue bande de terre extrêmement étroite. Cette erreur conduisit les cartographes à représenter l'Amérique du Nord comme 2 entités distinctes. En poursuivant sa route, Verrazzano atteignit un endroit magnifique qu'il appela Arcadie. Probablement Kitty Hawk, en Caroline du Nord. En naviguant plus au nord, il manqua les embouchures des baies de Chesapeake et de la Delaware, car il choisit de naviguer loin du littoral jusqu'au New Jersey. C'est alors que survint l'événement tant attendu. Verrazzano découvrit le port de New York et jeta l'ancre immédiatement. Plus tard, on donna son nom au pont qui traverse ce détroit, le pont Verrazzano-Narrows. Dès que la baie mère de Verrazzano apparut sur la carte, elle fut largement acceptée et elle influença de nombreux explorateurs. Par exemple, Henry Hudson chercha un passage vers le Pacifique dans les latitudes moyennes du continent. Mais il ne trouva pas cet océan près de la Virginie. Et le mythe cartographique finit par s'estomper. Il est amusant de penser qu'une croyance erronée a pu avoir un tel impact sur l'histoire. Il est une singularité que l'on découvre en observant l'Écosse depuis les hauteurs. Une ligne presque tout à fait droite traverse le territoire d'une mer à l'autre. Peut-être ne l'aviez-vous jamais remarqué, mais cette vaste balafre marque le paysage depuis des centaines de millions d'années.
Or, le long de ce tracé se trouverait l'un des plus grands mystères de notre planète, le fameux monstre du Loch Ness. Voici Great Glen Fault. À l'instar des grandes zones de failles réparties à travers le globe, elle est née des mouvements des plaques tectoniques terrestres. Remontons environ 430 millions d'années en arrière. À cette époque, un événement géologique d'ampleur considérable se produisait, connu sous le nom d'orogenèse calédonienne, un terme scientifique désignant le processus de formation des chaînes de montagnes. En ces temps lointains, la région présentait un visage radicalement différent. 3 anciens continents, Laurentia, Baltica et Avalonia, dérivaient alors, telles d'immenses pièces d'un puzzle lentement porté à la surface du globe. Au fil de millions d'années, ces gigantesques masses continentales se rapprochèrent et finirent par entrer en collision. Leurs bords se froissèrent et se plissèrent, à la manière d'une feuille de papier qui se ride lorsqu'on la pousse des 2 côtés. Cependant, certains chercheurs estiment que ces continents ne se sont pas contentés de se heurter frontalement. Ils auraient amorcé un glissement latéral l'un par rapport à l'autre. Imaginez presser vos doigts l'un contre l'autre, puis frotter vos mains d'avant en arrière. Ce mouvement transversal illustre ce que les spécialistes nomment une faille de décrochement, où d'immenses blocs rocheux se déplacent horizontalement plutôt que verticalement. Peu à peu, les terres situées de part et d'autre de la faille poursuivirent leur glissement, se décalant de plusieurs kilomètres au fil des âges géologiques. Entre le Crétacé supérieur et le début du Tertiaire, il y a environ 66 millions d'années, un nouveau déplacement se produisit. Les scientifiques estiment alors que la translation atteignit près de 100 kilomètres. Plus tard, lors des âges glaciaires, les rivières et les glaciers s'engouffrèrent dans cette fracture monumentale, l'érodant davantage et lui donnant plus de profondeur et d'ampleur. C'est ainsi que se formèrent les lacs qui jalonnent aujourd'hui le tracé de la faille. En résumé, si l'on verse tous ces éléments dans un vaste mélangeur géologique, on obtient Great Glen Fault telle qu'elle se présente aujourd'hui, dans toute sa majestueuse splendeur. Tous ces déplacements de la croûte terrestre ont contribué à modeler les montagnes et les profondes vallées qui façonnent les Highlands actuels. Effet surprenant, l'histoire de cette faille ne se limite pas à l'Écosse, car cette cicatrice terrestre possède un double cachet de l'autre côté de l'océan. Il est probable que la faille se poursuive au-delà de l'Atlantique Nord, en Amérique du Nord. Toutefois, elle n'y forme plus une fracture continue. En effet, il y a environ 200 millions d'années, un bouleversement majeur s'est produit. La dorsale médio-atlantique commençait à se former, créant une immense chaîne montagneuse sous-marine qui repoussa progressivement les continents et interrompit la faille originelle. Aujourd'hui, le segment nord-américain de cette structure tectonique est désigné sous le nom de faille de Cabot ou Long Range Fault. Elle traverse toute la partie nord-ouest de Terre-Neuve au Canada et se prolonge jusque dans le golfe du Saint-Laurent. Pendant ce temps, sur le sol écossais, son alignement concorde parfaitement avec celui de Great Glen Fault, une vallée d'environ 100 km reliant Inverness, au nord-est, à Fort William, et abritant une série de splendides lochs. Parmi ces étendues d'eau, l'une des plus vastes et des plus célèbres demeure incontestablement le Loch Ness. Oui, il s'agit bien de ce lac mystérieux auquel la tradition attribue l'existence d'un monstre au long cou, qui, selon les récits, émergerait parfois à la surface, provoquant un frisson d'effroi chez ceux qui ont la chance ou la malchance de l'apercevoir. Du moins, si l'on en croit la rumeur qui court depuis des générations. Pourtant, malgré de longues décennies d'investigations mobilisant des technologies allant des drones à imagerie thermique aux submersibles miniatures, aucune preuve tangible de la présence du monstre n'a jamais été recueillie. Fait intrigant. Certains chercheurs établissent un lien direct entre la légende et l'activité de Great Glen Fault. Selon eux, de nombreuses observations de Nessimo pourraient n'être que de larges bulles émergeant à la surface, engendrées par l'activité tectonique. Car les mouvements dans cette région ne se sont pas limités à un passé lointain. Au cours des 150 dernières années, plusieurs secousses sismiques modérées ont été enregistrées dans les Highlands. Lorsque les lignes de faille se déplacent, même d'une manière infime, elles peuvent libérer des poches de gaz emprisonnées sous la surface terrestre. En s'élevant, ces bulles viennent troubler la surface d'un lac, engendrant des ondulations, des vagues ou encore des remous soudains. Or, pour un observateur posté sur la rive, un tel phénomène pourrait aisément donner l'illusion qu'une créature gigantesque évolue juste sous l'eau. En réalité, il peut simplement s'agir de la Terre se déplaçant de quelques millimètres le long de cette antique fracture. Ou, pour le dire de manière imagée, le lac a pété. La question demeure,
Cette région est-elle encore en mouvement aujourd'hui? En d'autres termes, cette vaste fracture géologique continue-t-elle de s'élargir à notre époque? La réponse n'est pas tranchée, car les avis scientifiques divergent. Certains chercheurs soutiennent que Great Glen Fault demeure active et la qualifient de faille décrochante réactivée, impliquant qu'une activité se poursuit dans les profondeurs. Les masses rocheuses situées de part et d'autre pourraient encore se tendre et glisser lentement, l'une par rapport à l'autre. D'ailleurs, plusieurs secousses modérées ont été enregistrées au cours des 150 dernières années, généralement avec des magnitudes avoisinant 3 ou 4. Cependant, cette interprétation n'est pas partagée par tous. D'autres spécialistes font valoir qu'aucune preuve solide n'atteste d'une activité tectonique significative récente le long de la faille principale. Selon eux, les événements sismiques observés ces derniers siècles n'ont pas été suffisamment puissants pour confirmer un mouvement notable. L'exemple souvent cité est celui du tremblement de terre d'Inverness survenu en 1901, et considéré encore aujourd'hui comme l'un des plus forts jamais enregistrés en Écosse. La secousse fut ressentie dans tout le pays et endommagea plusieurs bâtiments de la ville. L'événement fut si impressionnant qu'il donna l'impression que, sans aucun doute, la fracture continuait de s'élargir. Pourtant, nombre de spécialistes demeurent sceptiques. Certains estiment même qu'il s'est produit non pas sur la faille principale, mais sur une faille secondaire reliée au système de Great Glen Fault. Une fois encore, il reste donc difficile d'affirmer avec certitude que la faille est toujours en mouvement de nos jours. En dépit des nombreuses recherches et débats menés au fil des ans, quelques points seulement font consensus à propos de cette fracture monumentale. Elle est d'une rectitude remarquable, d'une ancienneté exceptionnelle, et sa profondeur est considérable, quelle que soit la norme envisagée. Ce n'est pourtant pas le seul aspect remarquable du territoire écossais. Dirigeons-nous vers les îles situées au large de la côte nord-ouest du continent, et plus précisément vers l'île de Skye. Ce lieu abritait, durant le Jurassique moyen, une étonnante diversité de dinosaures. Or, la découverte de fossiles de cette époque est extrêmement rare à l'échelle mondiale, ce qui rend l'île de Skye tout à fait exceptionnelle. Les spécialistes ont établi qu'il y a environ 167 millions d'années, des dinosaures évoluaient sur les rives vaseuses d'un lagon chaud. En venant s'y désaltérer, ils laissèrent dans la boue des couches successives d'empreintes qui se superposent. Ces traces furent repérées pour la première fois au début des années 80, mais les chercheurs crurent alors qu'il s'agissait de terriers pétrifiés, appartenant à d'antiques poissons. Ce n'est qu'en 2019 qu'un étudiant diplômé de l'université d'Édimbourg examina le site et conclut sans hésitation qu'il s'agissait bel et bien d'empreintes de dinosaures à 3 doigts. Et son intuition se confirma. Après plusieurs années de prospection minutieuse, lui et son équipe mirent au jour plus de 130 empreintes distinctes. Selon leurs analyses, ces traces auraient été laissées par des mégalosaures, de grands dinosaures mesurant environ 6 mètres de long, redoutables carnivores occupant alors le sommet de la chaîne alimentaire locale durant le Jurassique moyen. Toutefois, à l'époque où ces marques furent imprimées dans le sol, ces imposants prédateurs ne semblaient pas être en chasse. L'orientation variée de leurs pas suggère qu'ils se déplaçaient sans but précis, errant à proximité de l'eau. Ce site revêt donc une importance exceptionnelle, car il nous offre une rare fenêtre sur le quotidien de la faune durant la période jurassique.